Chers collègues. La parole est maintenant à Nathalie Goulet pour l'Union centriste. Vous avez la parole pour 8 minutes. Eh bien, Madame la Présidente, vous voyez, on a déjà abouti. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je vais mettre immédiatement un terme au suspense en vous indiquant que le groupe de l'Union centriste votera évidemment la résolution dans un contexte qui est plein de symboles. Au lendemain de l'anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme, 10 décembre, 2 jours après le 113e anniversaire de la loi du 9 décembre 1905 instaurant la séparation des Églises et de l'État, et au lendemain de l'accord de Marrakech sur des migrations sûres, ordonnées, régulières, dont je dirai un petit mot plus loin. Le groupe des Républicains nous invite donc à débattre de la dissimulation du visage dans l'espace public et de la réaffirmation des dispositifs votés en 2010. Passer la mention d'autres voies et moyens pour dissimuler le visage dans l'espace public, y compris la cagoule, c'est évidemment du voile intégral dont nous parlons. Et il se trouve que j'étais déjà orateur de ce texte pour l'Union centriste en 2010 et que le groupe de l'Union centriste avait déjà voté le texte en 2010. La raison initiale évoquée par la proposition de résolution est le vote, le 22 octobre dernier, Bruno Retailleau l'a dit, d'une condamnation de la France par le Haut Commissariat des Nations Unies, qui n'est pas le Comité consultatif des droits de l'homme. C'est un autre comité, mais ce n'est pas le comité consultatif présidé par l'Arabie saoudite, qui n'a aucune force contraignante dans l'immédiat, mais qui peut occasionner, et je partage la position du président Retailleau, des litiges et offrir un terreau favorable avec toutes les dérives et les victimisations qui peuvent en découler. Rappeler une fois de plus les principes républicains du vivre ensemble n'est jamais un rappel de trop. Toutefois, lorsque l'on sait la force exécutoire des résolutions de l'ONU, franchement, je ne crois pas que dans l'immédiat, il y ait de grands risques, que ce soit pour les constructions illégales dans les territoires occupés ou les occupations illégales de régions entières d'un pays voisin. Si les résolutions de l'ONU et de ses démembrements avaient une efficacité ou une incidence sur la hiérarchie des normes, je pense qu'on le saurait déjà, mais je partage le risque de la soft diplomatie en ce que ça brouille les pistes et ça peut brouiller aussi les esprits. Et à propos du pacte de Marrakech, je voudrais, Monsieur le Ministre, ouvrir une parenthèse. En dehors du fait que 9 pays et les États-Unis s'en soient déjà écartés, le rappel de la force contraignante, non contraignante et surtout de la totale souveraineté des États dans ce pacte, ni vote, ni signature n'était au programme de ce rendez-vous. Simple programmation, proclamation orale suivie d'un coup de marteau. Voilà. Le texte a déjà été approuvé en juillet et doit être ratifié le 19 octobre lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Et je voudrais vous faire part, Monsieur le Ministre, de 2 observations. Lors des débats budgétaires, notre collègue Roger Karoutchi, qui est là, a longuement, notre excellent collègue Roger Karoutchi, notre très excellent collègue Roger Karoutchi, a plusieurs fois rappelé, non mais c'est très sérieux, a plusieurs fois rappelé que la question de l'asile et de l'immigration devait faire l'objet d'un débat global et cohérent. Et reconnaissons-le, Monsieur le Ministre, nous en sommes quand même extrêmement éloignés. D'autre part, ce type de convention internationale, qui sur le papier ne lie pas la France, pourraient avoir des effets à court et moyen terme. Ils sont votés sans aucune consultation du Parlement, comme d'ailleurs l'ensemble des conventions internationales. Le Parlement n'arrive dans ces matières que, comme on dit dans ma Normandie, à la fumée des cierges. C'est-à-dire que nous arrivons sans pouvoir amender, nous arrivons pour débattre, et encore quand ce n'est pas en procédure simplifiée, et nous n'arrivons que pour accepter ou refuser la Convention. Et généralement, elle est de toute façon acceptée. Et puisque c'est la période des réformes, et des réformes constitutionnelles en particulier, puisque nous sommes entre nous, moi je pense qu'il serait opportun, avant d'engager la France dans des accords aussi importants, que le gouvernement consulte le Parlement. Cette remarque est aussi valable pour les conventions fiscales. Et donc, c'est une proposition que nous reprendrons dans le cadre de la réforme constitutionnelle, si et quand elle arrivera au Sénat.
Mais je pense qu'il faut quand même réfléchir à ces questions. Nous avons des débats préalables au Conseil européen. Je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas un débat préalable à un certain nombre de conventions internationales qui ont quand même un impact sur la loi nationale et sur notre quotidien. Alors, l'examen de la présente résolution était programmé bien avant l'adoption du pacte de Marrakech. Il s'agit d'un concours de circonstances, mektoub. Il n'y a pas de hasard, mais revenons au sujet. Je ne reviendrai pas sur la situation créée par les attentats. Dans cette maison, j'ai présidé avec notre collègue André Reichardt une commission d'enquête sur les réseaux djihadistes qui a commencé à travailler 6 mois avant Charlie. Nous avions anticipé ces catastrophes et en tous les cas la dangerosité. Puis nous avons mené de concert avec les Républicains et l'ensemble de la représentation une mission d'information sur l'islam. La démarche et la volonté de la France s'inscrivent dans un mouvement international convergent qui s'oppose au port du voile intégral ou en réduit les possibilités. Si on fait un petit point géographique de la situation, il y a une réduction du nombre d'États dans lesquels le port du voile intégral du niqab, puisque la burqa est réservée à l'Afghanistan, il y a une tolérance qui s'est maintenant développée. Aux Émirats arabes unis, par exemple, pour des raisons de sécurité évidentes qui ont présidé au vote du texte de 2010, il est absolument interdit aux femmes qui travaillent dans certaines administrations de se couvrir évidemment le visage. C'est le cas des aéroports, des centres stratégiques, etc. Au Koweït, les femmes qui portent un niqab n'ont simplement pas le droit de conduire. C'est quand même assez logique. Bon, plus près de nous, le Maroc a non seulement interdit le port du niqab, mais aussi sa fabrication. Donc vous voyez qu'on a quand même beaucoup progressé. La Tunisie également, et plus près de nous, la Bulgarie, la Belgique, le Danemark. Le Royaume-Uni et la Suède n'ont pas voté d'interdiction, mais ont des dispositifs qui permettent aux écoles notamment de l'interdire. Donc vous voyez qu'on est dans une phase de réduction du nombre de pays où, notamment pour des questions de sécurité, les femmes n'ont pas le droit de porter ce niqab. Donc, le projet de résolution répond-il à une impérieuse nécessité ? Sous l'angle de la sécurité, c'est une évidence. Sous l'angle de la sécurité, c'est une évidence. Le port du voile intégral est absolument prohibé et il faut le maintenir. Et j'ajoute que la tolérance doit être zéro pour ceux qui encouragent la désobéissance civile en payant des amendes pour des femmes qui portent un niqab et qui ne payent pas les amendes. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que la condamnation soit extrêmement importante pour ceux qui encouragent à la désobéissance civile. Et je voudrais aussi, pour conclure, Monsieur le ministre, puisque dimanche, nous étions ensemble au congrès du Conseil français du culte musulman, redire ce qui a été dit par l'ensemble des orateurs sous le contrôle du ministre Castaner et sous le vôtre, c'est que nos concitoyens français de confession musulmane sont des Français à part entière et pas des Français à part. Et que par ailleurs, il est absolument évident, et nous devons le réaffirmer, il faut remercier le président Retailleau pour nous avoir donné cette occasion, c'est à la religion de s'adapter à la République et sûrement pas à la République de s'adapter aux